Il existe des histoires qui transforment des vies. Celle-ci en est une. Quand j'avais 25 ans, je croyais avoir tout résolu. Mes plans étaient parfaits, mon avenir brillant, mes certitudes inébranlables. Puis, en une seule nuit d'orage, j'ai tout perdu, mon travail, mon foyer, la personne que j'aimais. Je me suis retrouvé errant dans les montagnes, perdu, cherchant des réponses que le monde me refusait. C'est là que j'ai rencontré Maître Kenji, un moine âgé qui vivait dans un temple oublié au milieu de bambous centenaires. Ses premiers mots à mon égard furent étranges, « Tu es arrivé exactement quand tu devais arriver ». Ce que j'ai appris durant les années passées à ses côtés n'était pas ce que j'attendais. Je n'ai pas trouvé de formule magique ni de secret mystique. J'ai découvert quelque chose de bien plus puissant, que le temps est le maître le plus sage qui existe, et que chaque moment de douleur, chaque perte, chaque attente apparemment interminable, a un but que seule la patience révèle. Voici mon histoire. L'histoire de comment j'ai appris que le temps remet tout à sa place. Chapitre 1, l'orage qui a tout changé. Le jour où ma vie s'est effondrée a commencé comme n'importe quel autre. Je me souviens m'être réveillé ce matin de mars avec une sensation de contrôle absolu. J'avais une réunion importante avec les investisseurs de ma start-up technologique, j'avais planifié ma demande en mariage pour le week-end, et je venais de signer le contrat de mon premier appartement. Développement personnel et succès professionnel allaient de pair dans ma vie, du moins je le croyais. À 3 heures de l'après-midi, les investisseurs ont retiré leur financement. À 5 heures, j'ai découvert que mon associé avait détourné des fonds. À 7 heures, quand je suis rentré chez moi cherchant du réconfort, j'ai trouvé un mot d'adieu d'Elena sur la table de la cuisine. Parfois l'univers nous parle en chuchotant, écrivait-elle. Mais tu n'écoutais jamais. J'ai besoin de trouver mon propre chemin, et tu as besoin de trouver le tien. L'esprit calme dont je me vantais tant s'est désintégré comme du sable entre mes doigts. Cette nuit-là, sous un orage qui semblait refléter le chaos de mon intérieur, j'ai pris mon sac à dos et j'ai commencé à marcher sans but vers les montagnes. Je ne cherchais pas l'illumination. Je voulais seulement disparaître. La pluie tombait avec violence, se mélangeant à mes larmes. J'ai marché pendant des heures sur des sentiers boueux, trébuchant, tombant, me relevant uniquement parce que m'arrêter signifiait affronter la dévastation que je portais en moi. Quand finalement l'épuisement a vaincu mon obstination, je me suis effondré sous un vieux pin. J'ai fermé les yeux en espérant que le froid et la pluie m'emmènent loin de cette douleur. Mais l'aube avait d'autres projets. Chapitre 2, le maître de la patience. Je me suis réveillé avec le soleil sur le visage et l'arôme de thé vert flottant dans l'air. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu un vieil homme assis face à moi, avec la posture la plus sereine que j'ai jamais vue. Il portait un simple kimono gris et m'observait avec des yeux qui semblaient contenir des siècles de sagesse zen. À ses côtés, une petite théière fumait sur des pierres chaudes. « Tu as dormi 12 heures, dit-il d'une voix douce. Ton corps savait ce que ton esprit refusait d'accepter, tu avais besoin de repos. Et qui êtes-vous, ai-je réussi à articuler, ma voix rauque. Je suis Kenji. Et tu es dans le jardin de mon temple. Il a désigné autour de nous. Pour la première fois, j'ai remarqué les rangées parfaites de bambous, le petit temple en bois sur la colline, le jardin zen avec ses pierres soigneusement disposées. Je dois partir, ai-je murmuré en essayant de me lever. Tout me faisait mal. Vous ? Sa question était simple, mais elle m'a arrêté net. Je n'avais pas de réponse. Kenji a versé du thé dans 2 tasses en céramique. L'univers a des façons curieuses de nous arrêter quand nous courons dans la mauvaise direction. Parfois il utilise des crises personnelles, parfois des orages. Il utilise toujours le temps. Le temps m'a détruit, ai-je répondu avec amertume. En un seul jour j'ai perdu tout ce qui comptait. Le vieil homme a souri. Tu as tout perdu ? Ou le temps a simplement enlevé ce qui ne devait pas être là pour révéler ce qui compte vraiment ? Ces paroles m'ont irrité. Vous ne comprenez pas. J'avais des plans, un avenir. Tu avais des illusions, a-t-il interrompu avec douceur. Et les illusions s'évanouissent toujours quand le moment approprié arrive. Reste ici quelques jours. Repose-toi. Mange. Et si tu veux, apprends. À apprendre quoi ? À faire confiance au temps. À comprendre que tout arrive quand cela doit arriver, et par quand cela doit partir.
Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté. Peut-être parce que je n'avais nulle part où aller. Peut-être parce que quelque chose dans ces paroles a résonné dans une partie de moi qui n'était pas encore complètement morte. Peut-être parce que, pour la première fois depuis des années, quelqu'un ne m'offrait pas de solution rapide mais de l'acceptation et de la paix intérieure. Cet après-midi-là, Maître Kenji m'a montré une chambre simple dans le temple. Le temps est le seul maître qui ne se trompe pas, a-t-il dit avant de partir. Demain tu commenceras à comprendre pourquoi. Chapitre 3, le jardin qui ne se termine jamais. Ma première leçon a commencé à l'aube du jour suivant. Kenji m'a réveillé avec douceur et m'a emmené au jardin zen derrière le temple. C'était un espace rectangulaire de sable blanc, avec des rochers dispersés selon des motifs qui semblaient aléatoires mais émanaient une étrange harmonie. Dans la main du maître se trouvait un râteau en bois. « Ton travail sera d'entretenir ce jardin, a-t-il dit. Chaque matin tu le ratisseras en créant des motifs dans le sable. Cela fait partie de ta pratique de pleine conscience. » C'est tout, ai-je demandé, surpris par la simplicité de la tâche. C'est tout, a-t-il confirmé en me tendant le râteau. Mais fais-le avec toute ton attention. Chaque ligne doit être délibérée. Chaque motif, conscient. J'ai commencé avec enthousiasme. C'était facile, presque mécanique. Mais après 20 minutes, mon dos a commencé à me faire mal. Après 1 heure, mes bras tremblaient. Les lignes que j'avais tracées avec tant de soin semblaient maintenant tordues, inégales. C'est inutile, ai-je murmuré, frustré. Demain le vent effacera tout. Quel est le sens? Kenji, qui observait depuis l'ombre, s'est approché. C'est précisément là le sens. Tu crées de la beauté en sachant qu'elle est temporaire. Tu travailles avec dévouement en sachant que ton œuvre disparaîtra. Et demain, tu recommenceras. Mais alors je ne termine jamais rien. Terminer? Le maître a souri. La transformation personnelle ne consiste pas à terminer. Elle consiste à faire. Le jardin t'enseigne que le processus est tout ce qui compte. Le résultat n'est qu'une illusion que le temps emporte. Pendant des semaines, j'ai ratissé ce jardin chaque matin. Certains jours je créais des motifs élaborés d'ondes circulaires. D'autres jours, de simples lignes droites. Il y a eu des matins où j'ai pleuré en travaillant, pensant à Elena, à mon entreprise ratée, à tout ce que j'avais perdu. Et le jardin absorbait mes larmes sans juger. Un matin, après 1 mois, quelque chose d'étrange s'est produit. Pendant que je ratissais, mon esprit est resté silencieux. Je ne pensais pas au passé ni au futur. Il n'existait que le son du râteau dans le sable, le soleil sur mon dos, le moment présent. Pour la première fois depuis l'orage, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à la paix. Tu commences déjà à comprendre, a dit Kenji cet après-midi-là. Le temps ne détruit pas. Le temps révèle. Et tu es en train d'être révélé, couche par couche. Chapitre 4, la leçon du bambou. 2 mois après mon arrivée, Kenji m'a emmené dans la forêt de bambou qui entourait le temple. Je veux te montrer quelque chose, a-t-il dit en me guidant sur un sentier étroit. Nous avons marché jusqu'à arriver à une clairière où un jeune bambou vert se dressait seul, entouré de géants qui s'élevaient à 10 mètres au-dessus de nos têtes. Mais quand je plante des graines de bambou, a commencé le maître, pendant les 5 premières années il ne se passe rien de visible. Les pousses semblent mortes. Beaucoup de jardiniers abandonnent, croyant que leur effort a été vain. Il a touché doucement le jeune bambou. Mais sous terre, dans l'obscurité où personne ne peut voir, les racines poussent. Elles s'étendent, se renforcent, créent un réseau si vaste et solide que lorsque finalement le bambou décide de pousser, il peut monter à 30 mètres en seulement 6 semaines. Il m'a regardé fixement. Tu es comme ce bambou maintenant. Tu crois que tu n'avances pas parce que tu ne vois pas de résultats immédiats. Mais ta croissance spirituelle se produit dans des endroits que tes yeux ne peuvent pas voir. Ces paroles ont résonné profondément. Cela faisait des mois que j'étais au temple et je me réveillais encore certaines nuits avec de l'anxiété, me demandant ce que je faisais de ma vie, quand je retournerais dans le monde réel, quand ma douleur finirait par disparaître. Combien de temps, ai-je demandé. Combien de temps jusqu'à ce que je me sente à nouveau complet? La mauvaise question, a répondu Kenji avec son calme caractéristique. Il ne s'agit pas de te sentir à nouveau complet.
Cette personne que tu étais n'existe plus. Le temps l'a dissoute pour permettre à quelqu'un de nouveau d'émerger. Quelqu'un de plus sage, de plus profond, de plus réel. Je me suis assis sous le bambou géant, sentant le poids de ses paroles. J'ai peur, ai-je admis. Peur que tout ce temps ici soit une fuite. Que quand je partirai, tout s'effondre à nouveau. La peur est naturelle, a dit Kenji en s'asseyant à mes côtés. Mais observe ce bambou. A-t-il peur de l'orage? Non. Ses racines sont profondes. Il peut se plier sans se briser. C'est ce que le temps est en train de construire en toi, des racines. Une résilience émotionnelle qu'aucun orage futur ne pourra arracher. Nous avons passé le reste de la journée dans cette forêt. Le maître m'a appris à écouter le son du vent à travers les bambous, un murmure constant que les moines appellent la voix du temps. Il m'a montré comment chaque bambou pousse à son propre rythme, sans se comparer aux autres, sans se presser, faisant confiance au processus. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon journal pour la première fois depuis des mois, j'apprends que le temps n'est pas mon ennemi. C'est le jardinier de mon âme, et il cultive quelque chose que je ne peux pas encore voir mais que je commence à sentir. Chapitre 5, la cérémonie du thé et l'impermanence. Lors de mon 4e mois au temple, Kenji a décidé de m'enseigner la cérémonie du thé. La cérémonie du thé japonaise, a-t-il expliqué en préparant les ustensiles, est une méditation en mouvement. Chaque geste a un sens. Chaque moment est unique et irrépétible. J'ai observé pendant qu'il chauffait l'eau, purifiait les instruments, mesurait le thé matcha avec une précision millimétrée. Ces mouvements étaient lents, délibérés, beaux dans leur simplicité. Il n'y avait pas de hâte, pas de distraction. Seulement une présence absolue. Maintenant toi, a-t-il dit en m'invitant à essayer. Mes premiers efforts ont été maladroits. J'ai renversé de l'eau, mal mesuré le thé, oublié les étapes. Mais Kenji ne montrait aucune impatience. Encore, disait-il simplement. J'ai pratiqué pendant des semaines. Chaque jour, la cérémonie devenait un peu plus fluide. Non pas parce que j'avais mémorisé les étapes, mais parce que j'avais commencé à comprendre son essence, chaque tasse de thé est un moment unique dans le temps. Tu ne prépareras plus jamais exactement cette tasse, avec cette eau, à ce moment, pour cette personne. Cela s'appelle Iseashigo Iseashie, m'a enseigné Kenji. Une rencontre, une opportunité. Cela signifie que chaque moment est unique et ne reviendra jamais. La leçon a touché quelque chose de profond en moi. J'avais passé des années de ma vie à courir vers le futur, planifiant, anticipant, me préparant pour des moments que j'imaginais plus importants que le présent. J'avais été avec Elena sans être vraiment présent, trop occupé à construire un futur qui n'est jamais arrivé. Le temps t'apprend à être ici, a dit Kenji, lisant mes pensées. Pas dans le hier qui est déjà passé, ni dans le demain qui n'arrivera peut-être jamais. Ici, maintenant. Parce que ce moment est tout ce que tu as réellement. Un après-midi, pendant que nous préparions du thé ensemble, j'ai demandé, « Maître, avez-vous déjà regretté quelque chose? Du temps perdu ?» Kenji a versé l'eau chaude avec sa grâce caractéristique. Le regret est l'ego qui se plaint que le temps n'a pas obéi à ses plans. Mais le temps ne se trompe pas. Chaque moment que j'ai vécu, même les douloureux, m'a amené exactement ici. Et ici est où je dois être. Même la souffrance a sa place. Surtout la souffrance, a-t-il répondu. C'est le feu qui brûle le faux pour révéler le vrai. Ta douleur de ces mois n'était pas une punition. C'était une purification. Le temps a utilisé le feu de ta crise émotionnelle pour faire fondre le masque que tu portais, révélant ton vrai visage. Nous avons bu notre thé en silence, et pour la première fois j'ai compris que le silence n'était pas vide mais plein. Ce n'était pas une absence mais une présence totale. Chapitre 6, la lettre que je n'ai jamais envoyée. 6 mois après mon arrivée au temple, Kenji m'a donné du papier et un pinceau. Il est temps d'écrire une lettre, a-t-il dit. À quelqu'un qui a besoin de t'entendre. À Elena, ai-je demandé, ressentant un mélange d'espoir et de douleur. À qui tu décides. Mais écrit avec une honnêteté totale. Cette lettre est pour libérer, pas pour piéger. Je suis resté assis face au papier blanc pendant des heures. Que pouvais-je dire à Elena? Que elle me manquait? Que je lui pardonnais? Que je la blâmais?
Toutes ces émotions avaient été vraies à différents moments de ces mois. Finalement, j'ai commencé à écrire. Helena, j'ai appris que tu n'as pas besoin de mon pardon parce que tu n'as rien fait de mal. Tu as vu ce que je refusais de voir, que je m'étais perdu dans mon ambition, dans mes plans, dans un futur qui n'existait que dans ma tête. Je n'ai jamais été présent avec toi. Je n'ai jamais été présent avec moi-même. Le temps m'a enseigné que ton départ n'était pas une fin mais un cadeau. Il m'a forcé à m'arrêter. À regarder. À affronter qui j'avais été et qui je voulais être. Merci d'avoir eu le courage que je n'avais pas. Je ne te demande pas de revenir. En fait, j'espère que tu as trouvé ton chemin, comme je trouve le mien. Le temps nous a séparés parce que nous devions grandir dans différentes directions. Et c'est bien. Je te porte en moi, non pas comme une blessure mais comme une leçon. Tu m'as enseigné, même dans ton absence, que le véritable amour signifie parfois lâcher prise et faire confiance au fait que le temps sait ce qu'il fait. Quand j'ai terminé, les larmes coulaient sur mon visage. Mais elles étaient différentes des larmes de cette nuit d'orage. Celle-ci n'était pas de désespoir mais de libération. « L'enverras-tu » a demandé Kenji quand je lui ai montré la lettre. « Non » ai-je répondu après un moment. Cette lettre était pour moi, pas pour elle. J'avais besoin de l'écrire pour me libérer, pas pour obtenir une réponse. Le maître a hoché la tête avec approbation. Le pardon et la guérison ne nécessitent pas que l'autre personne soit présente. Ils se produisent en toi, en ton propre temps. Et quand ils arrivent, ils le font complètement. Ce soir-là, j'ai brûlé la lettre lors d'une petite cérémonie. J'ai observé les mots se transformer en fumée et monter vers le ciel nocturne. Avec eux sont partis le ressentiment, la tristesse, l'attachement à un passé qui n'existait plus. Je me suis senti plus léger que jamais. Le temps avait fait son travail silencieux, il avait transformé ma douleur en compréhension, ma perte en liberté. Chapitre 7, le retour du disciple. Au bout d'un an de mon arrivée au temple, Kenji m'a réveillé avant l'aube. C'est le moment, a-t-il dit simplement. Le moment de quoi? Que tu retournes dans le monde. Ton temps ici a complété son cycle. La panique m'a envahi. Je ne suis pas prêt. J'ai encore tellement à apprendre. Il y aura toujours plus à apprendre, a-t-il répondu avec un sourire. Mais le temple était ta chrysalide, pas ta destination. Le papillon doit voler. Nous avons passé cette journée à emballer mes quelques affaires et à marcher dans les lieux qui étaient devenus sacrés pour moi, le jardin zen, la forêt de bambou, la salle de thé. Chaque espace gardait des mémoires de transformation intérieure. Que vais-je faire là-bas, ai-je demandé, vraiment incertain. Je ne suis plus qui j'étais. Je ne sais pas si je m'intègre dans ce monde. Tu ne dois pas t'intégrer, a dit Kenji. Tu dois être. Le temps t'a sculpté en quelqu'un de nouveau. Maintenant tu dois vivre cette nouvelle version avec authenticité. Il m'a donné un petit objet, une graine de bambou. Quand tu te sens perdu, souviens-toi de cette graine. Souviens-toi que la vraie croissance se produit de manière invisible, dans l'obscurité, dans le temps apparemment gaspillé. Fais confiance au processus. Et si tout s'effondre à nouveau? Cela s'effondrera, a-t-il répondu avec une certitude inébranlable. Et se reconstruira. Et s'effondrera à nouveau. C'est la vie. Mais tu as maintenant des racines profondes. Tu pourras te plier sans te briser. Le lendemain matin, avec mon sac à dos sur le dos et la graine dans ma poche, j'ai commencé la descente de la montagne. Kenji m'a accompagné jusqu'au début du sentier. Une dernière leçon, a-t-il dit. Le temps remet tout à sa place, mais la place n'est pas toujours là où tu l'attendais. Libère-toi des attentes. Embrasse ce qui vient. Nous nous sommes inclinés l'un devant l'autre en signe de respect. Quand je me suis retourné pour le regarder une dernière fois, il marchait déjà vers le temple, petit contre l'aube, mais rayonnant d'une paix que maintenant je portais aussi en moi. Le monde dans lequel je suis retourné était le même, mais j'étais complètement différent. Et cette différence a tout changé. Chapitre 8, ce que le temps a révélé. 5 ans se sont écoulés depuis que j'ai quitté le temple de Kenji. Aujourd'hui je suis assis dans mon propre jardin zen, plus petit que celui du maître mais tout aussi sacré pour moi,
et je réfléchis au voyage que le temps a tissé sans que je puisse le voir pendant qu'il se produisait. Après être descendu de la montagne, je ne suis pas retourné à la technologie ni aux startups. Au lieu de cela, j'ai trouvé du travail dans un centre communautaire, enseignant la méditation et le bien-être à des personnes qui, comme moi, avaient perdu leur chemin. Je ne gagnais pas beaucoup d'argent, mais chaque jour avait un sens. 2 ans plus tard, j'ai rencontré Yuki lors d'un atelier de poterie. Elle était céramiste, et elle m'a appris que créer de la beauté avec les mains était une autre forme de méditation. Notre amour a grandi lentement, comme le bambou, avec des racines profondes et sans hâte. Je n'ai pas répété les erreurs du passé. J'étais présent. Vraiment présent. L'année dernière, j'ai reçu un message d'Elena. Elle s'était mariée, vivait dans une autre ville, et avait trouvé son but en travaillant avec des enfants autistes. Merci de m'avoir laissé partir, écrivait-elle. Le temps nous a donné exactement ce dont nous avions besoin. Elle avait raison. Si elle n'était pas partie, je n'aurais jamais trouvé Kenji. Je n'aurais jamais appris les leçons que le temps avait réservées pour moi. Je ne serais jamais devenu qui je suis maintenant. Mon ancienne entreprise, celle qui s'est effondrée cette nuit d'orage, s'est avérée être construite sur la fraude. Mon associé a fini en prison. Si j'avais eu du succès, j'aurais été empêtré dans ce scandale. Le temps m'a sauvé d'un désastre que je ne pouvais même pas voir venir. L'appartement que j'ai perdu a été démoli des mois plus tard pour des problèmes structurels. L'investissement que je n'ai pas obtenu aurait été avec un fonds qui s'est ensuite effondré. Une par une, les tragédies de cette nuit se sont révélées être des protections déguisées. Le temps a vraiment remis tout à sa place. Maintenant j'ai 31 ans. Yuki est enceinte de notre premier enfant. Je lui enseignerai sur le bambou, sur les jardins zen, sur l'impermanence et la patience. Je lui raconterai l'histoire de Maître Kenji et comment un orage et une année dans les montagnes m'ont sauvé la vie. Il y a un mois, je suis retourné au temple pour visiter Kenji. Il était plus âgé, plus fragile, mais son sourire était le même. « Tu as fleuri » a-t-il dit en me voyant. Le temps a fait son travail. Vous m'avez appris à faire confiance, lui ai-je dit. À attendre. À laisser les choses se développer. Je ne t'ai rien appris, a-t-il répondu avec humilité. Je t'ai seulement montré ce que le temps essayait de t'enseigner. J'ai simplement été le traducteur. Avant de partir, j'ai planté la graine de bambou qu'il m'avait donnée 5 ans auparavant. Il faudra des années pour qu'elle pousse, lui ai-je dit. Exactement, a répondu Kenji. Et quand elle le fera, quelqu'un d'autre aura besoin de la voir. Quelqu'un qui a perdu la foi dans le temps. Et alors il comprendra, comme tu as compris, que l'attente n'est pas passive. C'est l'espace où la magie se produit. Pendant que j'écris ceci dans mon journal, mon fils encore à naître donne des coups de pied dans le ventre de Yuki. Je ne sais pas ce que l'avenir lui réserve. Il y aura des orages, des pertes, des moments où tout semblera s'effondrer. Mais je lui enseignerai ce que j'ai appris, que le temps remet tout à sa place. Pas toujours à la place que nous imaginons. Pas toujours quand nous le souhaitons. Mais toujours à la bonne place, au bon moment, de la bonne manière. Nous avons seulement besoin de la patience et de la sagesse pour faire confiance au processus. L'orage qui, je pensais, m'avait détruit m'a en réalité libéré. La perte que je croyais fatale m'a donné la vie. Le temps que je pensais perdu a été le plus précieux de tous. Le temps remet tout à sa place. Et maintenant, finalement, je suis en paix avec cela. Fin. Ne presse pas la rivière. Elle connaît le chemin vers la mer. Proverbe zen.